plein de choses différentes, comme faire son jardin, faire du compost. Il y a toute une sélection d'apprentissage qu'on peut y faire et donc ça existe dans la ville. Il y a une sacrée offre, à Barcelone en particulier et puis après troisième niveau entre guillemets, ce serait, un petit peu plus, politique, on va dire, où on pourrait, exiger des dirigeants, des changements au niveau juridique, légal, que ce soit par des manifestations, par des pétitions, enfin voilà. Ici, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du 1er point qui était donc changer nos façons de consommer. Heu, donc on va repartir sur, la définition du zéro déchet pour un petit peu savoir de quoi on parle. C'est un concept un peu large, c'est pas juste, acheter ses fruits et légumes, en vrac sans plastique, ça fait partie, mais c'est pas juste ça. Le zéro déchet, c'est réduire ses déchets aussi, tout d'abord au niveau de la production. C'est-à-dire qu'au moment où on va produire un objet ou un aliment, on va faire en sorte que les ressources soient le mieux utilisées possible, le moins gaspillées possible, qu'il y ait le moins, par exemple, d'émissions tout au long de la production de cet objet ou de cet aliment, ou d'un service aussi, par exemple. Le zéro déchet, c'est aussi éviter que ce qu'on pourrait appeler un déchet termine comme déchet et n'ait pas d'autre utilité et donc essayer de lui trouver une nouvelle utilité comme matière première, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un verre cassé? Eh bien, on peut s'en servir de matière première, le refondre et en refaire un autre verre, par exemple. Et le zéro déchet, c'est aussi faire en sorte que, si on casse un verre, typiquement, la anse, de la tasse, eh bien, on va essayer de lui prolonger sa vie au lieu de le jeter et d'en acheter une autre, de prolonger sa vie en réparant la anse. Bon, pareil pour le vélo, on ne va pas systématiquement acheter un nouveau vélo quand la roue se crève. Mais en gros, c'est ça l'idée, quoi. Ça va dans des proportions plus grandes aussi, hein, et finalement, le zéro déchet s'interroge aussi sur, tout ce qui est, éviter qu'un déchet ou ce qu'on pourrait penser, ou appeler un déchet arrive à être incinéré ou, enseveli dans une décharge. Donc voilà, ça touche plein de secteurs, plein de thèmes différents pour qu'à la fin des comptes, on évite, au maximum les émissions, de gaz à effet de serre ou autres pollutions comme par exemple les microplastiques dans la mer et cetera. Voilà et donc là, je commence la partie un petit peu plus pratique de comment on peut mettre ça en place et donc selon mon expérience personnelle, la 1re chose que je recommande, c'est d'analyser son sac poubelle, le contenu de son sac poubelle. Voir ce qu'il y a dedans et ça, c'est une photo d'un événement réel qui s'est passé en octobre de l'année dernière, organisé par plusieurs organismes et associations de Barcelone, hem, pour avoir une idée de ce qu'il y a dans nos sacs poubelles, comprendre ce qu'on jette le plus, les lister et avec à partir de cette liste, on peut décider d'analyser le contenu, que ce soit, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, ça dépend un petit peu des habitudes de chacun. Si on sait qu'il y a des choses qu'on achète juste une fois par mois, peut-être qu'on veut faire cette analyse sur un mois. Ça, c'est propre à chacun. Donc une fois qu'on a listé les déchets qu'on jette à la poubelle, on peut les classer, selon un ordre qui nous serait personnel évidemment, parce que tout ça, c'est complètement flexible en fonction de chaque, famille ou groupe de personnes qui vit ensemble en particulier. Hem pour, par exemple, classer, de l'élément le plus facile à éliminer au plus difficile ou une autre façon de classer, ça pourrait être, le déchet que j'ai en plus grande quantité, jusqu'au déchet que j'ai de façon plus occasionnelle. Par exemple, moi, j'adore le chocolat et je sais que quand j'analyse ma poubelle, parce que je le fais régulièrement, ce que je vais trouver le plus, ça va être des boîtes de conserve de poisson, par exemple, et heu et des emballages de chocolat.
et j'ai remarqué que c'est ça qui revient souvent, donc c'est sur ça que je dois faire des recherches de comment éviter ces déchets-là, etc., etc. On va rentrer en détail un peu plus loin. Mais donc l'idée, c'est ça, identifier ce qu'on a comme déchets parce qu'on est tous différents, identifier quelles sont nos priorités parce qu'encore une fois, on a tous des priorités différentes, on a tous des vies différentes, on a tous un quotidien différent qui fait que bon, bah, il y a des choses où on a envie de s'y attaquer et d'autres où bon, ben, on passe parce que ça, c'est vraiment le petit plaisir et qu'on va pas non plus, on va pas non plus se sentir mal pour essayer de faire tout parfaitement, quoi. Voilà et donc je voulais partager des petits conseils, qu'il faut qu'on se rappelle, en fait, de façon régulière pour pas se sentir mal dans le processus et puis pour être le plus efficace possible, et pas baisser les bras non plus. Donc ce qui, je trouve, est intéressant, c'est que, si on parle d'un mouvement, d'un style de vie zéro déchet dans une maison, par exemple, dans un appartement, avec une famille ou entre colocataires, c'est quand même important qu'on soit d'accord tous qu'on a envie de faire ça. Parce que si le conjoint n'est pas d'accord ou si ça le saoule ou si les colocs ils s'en foutent, eh ben, ça rend les choses plus difficiles, ça mine un peu la motivation, surtout quand on sait qu'on commence et qu'on a tout un chemin devant nous. Donc c'est sympa de mettre un petit peu les choses à plat en disant: «Voilà, moi j'aimerais bien faire ça, c'est important pour moi, est-ce que tu es d'accord de participer?» Peut-être qu'on peut identifier aussi des thèmes sur lesquels, bon, bah, ça, on va pas toucher. Je sais pas moi, quelqu'un qui est passionné de cosmétiques, bon, ben, moi, ça, je veux pas toucher, je veux pas changer mes habitudes sur la cosmétique. Bon, ben, OK, très bien. Bon, ben, on va se concentrer sur, la cuisine, l'hygiène, les autres choses et ta cosmétique, on va pas toucher parce que je sais que ça t'est cher, par exemple. C'est des façons de trouver des compromis entre participants. Aussi quelque chose de primordial, c'est d'implémenter, de mettre en place un changement à la fois. On a tendance, comme on a cette envie de faire les choses, différemment, on a tendance à vouloir tout mettre en place, le plus rapidement possible pour avoir un meilleur impact le plus vite possible. Mais le risque, c'est qu'on se démotive très rapidement ou qu'on se laisse ensevelir, en fait, sur tout ce que ça représente et hem on ça casse un peu tous les efforts qu'on a fait avant. Donc le mieux, c'est une fois qu'un élément, un changement a été mis en place et que ça devient la routine et qu'on n'a plus besoin d'y penser, on peut passer au suivant. Après par thématique, par, pièce de la maison, ou si on parle du bureau ou quoi, c'est pareil. Il faut le fragmenter pour que ce soit plus facile et surtout que chaque changement soit instauré avant de passer au prochain. Et j'aime bien rappeler qu'il s'agit, d'une course de fond et pas d'un sprint. L'idée, c'est que les changements, y restent et pas qu'on essaye un peu tout et qu'on abandonne au bout d'un mois. Heu, donc voilà, c'est mieux d'en faire peu, mais sur la durée, que d'en faire beaucoup et de tenir juste un mois. En gros, c'est ça l'idée. Hem et une autre recommandation, ce serait, c'est pas parce qu'on s'est mis comme objectif de réduire ses déchets qu'on va se mettre, par exemple, à jeter tout ce qui est en plastique chez nous. Parce que le plastique, c'est mal, parce que ça pollue, parce que ça va dans les océans et cetera. L'idée, c'est pas ça, parce que si vous le jetez, ça devient un déchet, alors qu'il était chez vous un objet utile. Donc, si vous voulez passer à une alternative plus durable, plus responsable, à ce moment-là, on utilise cet objet-là qui est en plastique. Malheureusement, oui, ben on l'a, il est chez nous, c'est comme ça, on l'a acheté, on a dépensé de l'argent pour ça. On l'utilise jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à ce que tant qu'il sert, on le garde et quand il ne sert plus, ben là, on va le jeter de la meilleure façon possible ou le réutiliser. S'il y a une façon de le réutiliser, on le réutilise, mais on ne va pas juste jeter. Parce qu'on a décidé de faire cette espèce de commencer cette nouvelle façon de consommer, quoi. Parce que il faut aussi, entre guillemets, «honorer» les ressources, le travail qui a été mis dans cet objet, même s'il est en plastique, par exemple. Donc voilà. Et finalement, dans tous les cas,
quoi que vous fassiez, je pense que c'est super important de rester bienveillant avec soi-même, avec les autres, parce que encore une fois, c'est ça qui aide à continuer dans la durée. Et encore une fois, pas s'autoflageller, pas se sentir mal parce que: «Ah bah, hier je suis allée acheter à manger au takeaway parce que j'avais vraiment pas le temps de cuisiner». Non, l'idée c'est pas ça. Évidemment, si vous achetez takeaway tous les jours, ça fait une certaine dose de déchets. Mais à partir du moment où on est OK avec soi-même, ça, bah, j'ai pas pu faire autrement parce que le contexte c'était comme ci, comme ça, et ben, c'est comme ça et c'est pas grave. On est plus efficace quand on est bienveillant avec soi-même que si on se sent mal, en permanence. Donc voilà, ça c'est la clé pour durer, quoi. Je voulais juste rappeler rapidement, quelque chose que vous avez sûrement entendu parler et à un moment on parlait des 3 R, après on a aussi entendu parler des 5 R pour nous aider à, mmh, à consommer de façon plus durable, plus responsable. Heu on pourrait en ajouter autant qu'on veut. Là, j'ai récupéré ça d'une conférence que j'ai donnée avec mes collègues de l'association Zero Waste Barcelona Network. Et donc, elles en avaient identifié plus. On peut en mettre autant qu'on veut, mais l'idée, en gros, c'est qu'on veut, avant de faire quoi que ce soit, un peu repasser ces concepts pour s'assurer que l'achat qu'on va faire ou si jeter ce qu'on aimerait jeter est la bonne marche à suivre. Donc ça, c'est le premier paquet, réfléchir. Ensuite, réduire ses emballages, par exemple, ou réduire ses achats d'objets, pour dire quelque chose de façon très générale. Réutiliser, donc par exemple, ben, une tasse en céramique ou en verre, comme ça, on va la réutiliser. Et en fait, c'est un petit peu bizarre de penser à réutiliser une tasse parce que c'est normal, on l'achète pour jusqu'à ce qu'elle soit, tant qu'elle n'est pas cassée, elle est réutilisée. Et bon, c'est ça en fait le concept de réutilisation, hem, à la différence d'un verre en carton ou en plastique qu'on pourrait trouver dans des événements éphémères ou quelque chose comme ça. Réparer, donc encore une fois, l'exemple de la tasse, si elle est cassée, on la répare pour pouvoir continuer à l'utiliser avant de lui dire au revoir. Et recycler, moi préfère utiliser le mot séparer parce qu'en réalité, c'est pas nous qui recyclons. Nous, on sépare et on les met dans les conteneurs différents. Après, c'est recyclé ou c'est pas recyclé, on a plus ou moins d'informations sur ça. Apparemment, par exemple, pour le plastique, seulement 30 de ce qui vient dans le, conteneur jaune est vraiment recyclé. Ça, il y en a pour tout un débat, donc on va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais bon, oui, séparer, ça fait partie des choses qu'on peut faire quand on n'a pas pu faire toutes les autres choses avant parce que c'était pas possible de réparer, c'était pas possible de réutiliser, et cetera. Rendre, bon, c'était pour utiliser un R, mais en réalité, c'était pour faire référence à tout ce qui est, prêt entre personnes. On va se prêter, la perceuse, l'échelle, entre voisins. On va pas en acheter une exprès et on va pas, la jeter quand on a fini d'utiliser. C'est plus efficace au niveau des ressources, de se les prêter et de se les rendre, entre voisins, par exemple. Et bon, revendiquer, c'était un petit peu pour revenir à une des options qu'on a en tant que citoyen, qui est de de faire passer le mot, en fait, tout simplement, de s'entraider dans ce genre de mode de vie, se donner des conseils. «Ah bah tiens, toi tu fais ça? Ah c'est cool. Ah ben moi je fais ça. Ah bah c'est sympa, je ne connaissais pas» et voilà, on peut faire passer le mot et montrer aux autres sans être prosélyte ni faire son prof, heu et il n'y a pas une façon de faire, mais bon, voir comment les autres le font, ça permet de faire passer le message. Donc voilà, là, je voulais passer un petit peu plus en détail, sur les alternatives qu'on a. Donc pour tout ce qui est alimentation et cuisine, j'ai fait par thème. J'espère qu'on arrivera à passer sur tout. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Dans les questions, on peut rentrer en détail si vous avez des questions pour quelque chose en particulier que vous ne savez pas comment réduire ou donc pour l'alimentation, en général, ce qui aide beaucoup et la plupart des déchets qu'on a dans notre cuisine, ça va être les emballages alimentaires. Donc essayer, heu
Acheter en vrac, c'est une des façons qui va nous aider à réduire, la majorité de ce qu'on a dans notre poubelle. Donc, que ce soit, les fruits et légumes, heu, les choses transformées comme les pâtes, ou après tout ce qui est les produits secs, légumineuses, riz, céréales, tout ça, c'est facilement trouvable en vrac. Alors c'est vrai qu'il y a des boutiques qui sont plus ou moins chères. Après il y a aussi des petits magasins de, comme on dit ici, de toda la vida, où ils ont toujours vendu certaines choses comme ça en vrac parce que ça se produit localement, comme les lentilles, ça c'est toujours produit en Espagne, donc ça se trouve facilement. Heu, donc voilà, essayer le vrac le plus possible ou après là j'ai mis des photos de bouteilles d'eau. C'est pas vraiment le vrac, mais bon, l'eau, elle nous sort du robinet, on la paye, elle est de relativement bonne qualité. C'est vrai qu'elle a pas forcément un bon goût. On a tous nos critères différents au niveau du goût, mais aussi au niveau de ce qu'on tolère ou pas dans l'eau. Il y a plusieurs solutions de filtration, à notre disposition qui peuvent éviter l'eau en bouteille. Hem, Autre chose qu'on peut faire dans la cuisine, c'est réduire les consommables. Par ça, je fais référence à tout ce qui est, par exemple, le papier sulfurisé pour le four, le cellophane, le papier d'alu, tout ça. On a des options pour les remplacer avec les équivalents réutilisables. Et on n'est pas obligé de les acheter. Là, c'est vrai que j'ai pris des images de marques connues, mais il y a des choses qu'on peut faire soi-même. On peut y prendre un tissu, une chute de tissu, un vieux t-shirt, en coton, couper un carré, l'imbiber de cire d'abeille, ça peut s'acheter aussi en vrac et en faire, un beeswrap comme on voit là sur la photo. C'est le petit truc en bas avec les carrés de cire d'abeille. À droite, on voit ce qui est une marque de Barcelone, il me semble, qui s'appelle Rock'n'Roll, un porte-sandwich. On n'est pas obligé d'acheter ça, on peut aussi se le faire nous. Puis si on n'est pas spécialement fort à la couture, on peut aussi utiliser un torchon et emballer son sandwich et ça marche très bien et il y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit en plus. C'est pas le cas pour tout, mais quand on n'est pas ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter tout ça, c'est pas une histoire de consommer plus. Un autre thème relié à la cuisine qui va être un petit peu le ménage, l'hygiène, les produits d'hygiène. À Barcelone, on a la chance d'avoir pas mal de boutiques qui vendent des produits d'hygiène en vrac et qui vendent aussi des ingrédients en vrac pour faire soi-même ces produits, d'entretien. On peut faire assez facilement un détergent en poudre pour le lave-vaisselle, un liquide vaisselle pour laver à la main. On pourrait faire aussi de la lessive. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de la lessive. Je pense que là, on n'aura pas le temps de parler de recettes, mais c'est quelque chose, c'est des informations qui se trouvent très facilement sur internet et qui n'ont pas besoin d'ingrédients très fous. Et d'ailleurs, pour relier avec ce que disait Edith plus tôt, plus c'est simple, plus c'est sain pour nous, en plus de l'être pour l'environnement. Et donc après, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes aussi au niveau des ustensiles, pas forcément les produits, d'entretien. Mais donc là, j'ai mis une photo d'une tawashi, je ne sais pas si vous connaissez. Finalement, c'est juste quelques lambeaux entre guillemets ou des languettes de matériel comme un t-shirt ou un legging, qui sont, entrecroisés pour pouvoir faire un tissage et s'en servir d'éponge. On a aussi là une photo de la loufa, je ne sais pas si vous avez entendu parler. En réalité, c'est une genre de courgette qui, entre la courge et la courgette qui pousse tout seul et une fois séchée, on garde l'intérieur qui garde cette structure fibreuse et ça peut servir pour gratter les plats. Heu, à la place du sopalin, on peut utiliser, du tissu éponge. Là, je vous ai mis une photo de quelque chose un petit peu joli parce que ça a été sûrement fait par une ou un couturier, très doué. On peut aussi juste couper des carrés dans une serviette éponge. C'est pas obligé d'acheter un truc super mignon. Et quand on peut pas le faire nous-mêmes, par exemple une brosse pour nettoyer les plats, on peut choisir l'option la moins polluante qui serait là, dans ce cas-là, c'est une brosse qui est en bois et en fibre végétale et les seules choses qui sont pas naturelles, ce seraient les pièces de métal qui sont facilement recyclables. Donc voilà, c'est se poser ce genre de questions pour savoir si l'achat ou la confection est durable.
À la salle de bain, de la même façon que pour les produits d'entretien, on peut acheter beaucoup de choses en vrac à Barcelone et des produits comme le gel douche, le shampoing déjà prêts à l'utilisation. On ramène sa bouteille, on la remplit et on peut l'utiliser comme ça à la maison. On peut aussi la faire soi-même. Euh, Personnellement, moi, je me suis pas encore lancée vraiment dans les cosmétiques parce que j'ai un petit peu peur du résultat et j'ai pas envie de me brûler la peau ou des choses comme ça. Et bon, après, chacun est libre de faire ses petites expériences et tirer et faire ses limites. Jusque-là, je fais et le reste, j'achète. Euh, donc voilà, il y a un magasin en particulier que moi j'aime bien. On peut même acheter les huiles essentielles en vrac. Donc ça, c'est plus rare à trouver. Quelque chose qui aide beaucoup à réduire les emballages, à part le vrac, c'est acheter en version solide les savons, les shampoings. En réalité, bon, les formules sont peut-être un petit peu différentes, mais en gros, il n'y a pas l'eau. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir pour le même poids beaucoup plus d'utilisation et on n'a pas besoin de l'emballage. Et du coup, ça économise de la place et du plastique souvent pour emballer tout ça. Ensuite, il y a encore une fois ce que j'appelle les consommables de la salle de bain, tout ce qui est coton démaquillant, coton-tige, tout ça, dont existent déjà des alternatives réutilisables et potentiellement pour certains compostables. Par exemple, là, j'ai mis des photos de coton démaquillant qui sont en tissu, qui sont réutilisables des centaines de fois. Il y en a 10 dans le paquet, ça coûte je ne sais pas combien. C'est souvent un petit peu plus cher à l'achat pour un paquet, mais sauf que ça va nous durer plusieurs années. Et là, par exemple, on voit aussi un cure-oreille qui est en bambou. Une fois que si on le casse, on peut le mettre dans le compost et ça aura pas d'impact négatif. Ou la brosse à dents en bois ou en bambou, c'est quelque chose qui est de plus en plus, vu même dans les supermarchés. Hem, Ce que je voulais aussi mentionner avant de passer à la diapositive suivante, parce que c'est quelque chose qui à moi me paraît important, pour revenir à la salle de bain ou à l'hygiène, personnelle, c'est l'hygiène menstruelle. On a maintenant pas mal d'options réutilisables, heu, pour, heu, pour les règles comme, la cup, les serviettes hygiéniques et les protège-slips ou même les tampons lavables en tissu, les culottes menstruelles et donc tout ça, ça permet on évite de jeter je ne sais pas combien de centaines de serviettes hygiéniques ou tampons qui ont été traités même par des agents blanchisseurs qui sont même pas forcément bons pour nous, à l'utilisation. Et pour lier avec mon introduction sur mon autre projet, je voulais parler aussi de l'hygiène pour les bébés. Et donc, on a aussi des alternatives réutilisables comme les couches lavables, les lingettes lavables. On peut faire son liniment soi-même à la maison. Ça a besoin de peu d'ingrédients et pas de réaction chimique ni rien du tout, vu que c'est pour les bébés plein de choses qu'on peut faire soi-même de façon assez rapide et facile. Donc ce que je voulais que je voulais partager, ce que j'ai surtout toujours sur moi, que quand je dois sortir par exemple. Heu, bon c'est pas vraiment vrai. Moi, dans mon sac à moi, j'ai un sac en toile comme celui qu'on voit là sur la photo et une gourde. Heu, Parce que, surtout à Barcelone, il fait tout le temps chaud, on a toujours soif, pour éviter d'acheter une bouteille en plastique. Voilà. Il y a des personnes qui ont aussi un kit de couverts, avec une paille en inox pour éviter d'utiliser les pailles en plastique ou les couverts en plastique. Moi, j'ai pas eu le besoin, mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Si on sait qu'on est souvent en train de manger dehors, pourquoi pas? Ça vaut la peine. Si on se rend compte que c'est un déchet qu'on a souvent. Ça fait partie de l'analyse de notre sac poubelle. Là, c'est un sac poubelle à l'extérieur, donc c'est moins visible. Ou pour ceux qui, par exemple, en allant de la maison au bureau, achètent toujours, leur café emporté au bar en bas ou à leur café préféré. On peut aussi, utiliser et avoir sur soi, une tasse réutilisable. Ça permet d'éviter, imaginez une tasse par jour, à l'année, ça fait beaucoup de tasses.
Par exemple, moi, ça, j'en ai pas parce que je bois pas de café. Je ressens pas le besoin d'apporter avec moi la boisson, mais après, encore une fois, chacun est libre. Ça dépend de la taille de notre sac à main aussi ou de notre sac à dos. Voilà. Hem Et pour finir, je voulais relier avec, la présentation que j'avais fait l'année dernière, certaines d'entre vous étaient peut-être là, qui était plutôt, centrée sur le bureau et sur, notre activité d'entrepreneuse, au bureau ou à la maison au final. Et je voulais rappeler donc tout ce qui est de, le déjeuner, le petit déjeuner, essayer d'utiliser des emballages réutilisables. Donc on a parlé tout à l'heure des portes, ou des emballages de sandwich ou le Tupper pour aller pour, notre repas de midi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture espagnole de se ramener le Tupper à midi. Donc ce serait pour la majorité peut-être même pas un changement. Donc pensez peut-être au couvert si on a l'habitude d'utiliser des couverts en plastique que nous donne le 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 lieu où on va acheter à manger à midi. Heu, Ensuite, plus pour tout ce qui est l'activité en soi de travail, il faut penser à l'énergie qu'on consomme, que ce soit l'énergie, par exemple, l'électricité qu'on utilise le long de la journée. Essayer de trouver un fournisseur d'électricité, qui utilise des sources, d'énergie renouvelable, comme, l'éolien ou le solaire, par exemple. J'ai mis l'exemple de Somenergia, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi Holaluz, il y a PP Énergie aussi, si je ne me trompe pas. Si on a besoin d'imprimer quelque chose, déjà se poser la question. Si on est sûr qu'il faut l'imprimer, essayer d'utiliser des polices de caractère qui utilisent moins d'encre, par exemple, comme celle-là que j'ai mis, EcoFont. Vider régulièrement, ou vérifier notre boîte email ou notre Drive, Dropbox ou toutes les autres versions qu'il y a. Parce que tout document ou mail qui reste sur un serveur à votre disposition utilise de l'énergie pour être maintenu là. Et donc si vous savez très bien que vous l'avez jeté, l'email et il est dans votre, dossier, corbeille, ça veut dire que vous en avez pas besoin, donc il a pas besoin de rester sur le serveur. Heu, Ça, c'est des choses auxquelles on pense moins quand on pense à zéro déchet parce qu'on pense plutôt à à l'alimentation, à la poubelle de notre salle de bain mais ça fait partie des, des déchets qu'on génère pour notre utilisation, au travail ou de façon, personnelle. Si vous avez, un business qui fait des livraisons, si vous avez si vous vendez des produits physiques et vous avez besoin de les livrer, essayez de privilégier un livreur à vélo ou en véhicule électrique pour, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si vous avez besoin de vous déplacer, utilisez les transports en commun au maximum. Évidemment, en temps de crise sanitaire, c'est pas forcément rassurant, tant que vous respectez les conditions, les recommandations. Et puis si ça vous embête d'utiliser les transports en commun, on a aussi des, transports, individuels, non polluants, le vélo. Il y a plusieurs systèmes de vélos ici à Barcelone ou même les motos électriques et cetera qui permettent de, on va dire, avoir un impact, direct moins fort. Et puis si vous pouvez, parce que si c'est pas le cas dans votre lieu de travail, séparez vos déchets. C'est aussi une bonne façon de leur donner une seconde vie en étant recyclés, par exemple. Et voilà. Mmh, donc je vous remercie. Vous avez les informations pour, me contacter si vous avez besoin des deux activités, autant, le côté zéro déchet, accompagnement, comme le côté des couches lavables. Et donc, si vous avez des questions, on peut passer à ça. Merci Marie. Un petit peu plus long que prévu, mais bon. Merci. Non, mais c'était très bien. Très bien, très intéressant. Ouais. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une première question? Dans le chat. Ah bah non. Juste Pauline qui nous dit merci. On ne voit pas Pauline aujourd'hui, elle reste dans l'ombre. Masqué. Mais elle est là. Ah, mais elle doit nous abandonner. Ah. Et oui, maintenant qu'on revient un peu à la normalité, c'est un peu plus compliqué de garder son monde sur le live.
Est-ce que quelqu'un, du coup, a une question dans ses habitudes, je ne sais pas, qui voudrait avoir une réponse? Oui. Oui, Malvina, vas-y. Oui, alors même si justement on doit analyser sa poubelle, est-ce qu'il existe en fait une thématique qui est plus enfin, est-ce que vous avez des mesures où il y a une thématique qui est beaucoup plus polluante qu'une autre? Personnellement, j'ai pas de mesure parce que j'ai pas fait mes propres études, j'ai juste mon expérience personnelle. Moi, j'ai la sensation que je produis plus de déchets, pour dire que, ou je génère plus de déchets dans la cuisine. Donc, avec surtout tout ce qui est l'alimentaire. Ça, c'est ma sensation de mon expérience personnelle. Après, je pense que ça dépend des habitudes de consommation de chaque personne. Et ça dépend par où on commence aussi. Moi, j'ai commencé avec la salle de bain. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était peut-être plus facile parce qu'il y avait moins de déchets. Ça dépend, oui, ça dépend vraiment de ce que... Par exemple, je me maquille très peu, donc j'utilise très peu de coton démaquillant. Donc oui, je les ai repassés, mais en réalité, ils ne s'usent pas. Voilà, c'est assez personnel. Après, au niveau des études, il y a un site de référence qui est assez intéressant, qui s'appelle Zero Waste Europe, qui rassemble un petit peu, c'est une fondation basée à Bruxelles, qui rassemble un petit peu toutes les initiatives européennes et ils sortent des petits mémos de temps en temps sur chaque thématique où ils ont fait, eux, des analyses, où ils sont allés chercher des rapports chiffrés. Et une des dernières qu'ils ont sorties, c'était sur les produits donc menstruels et bébés, donc tout ce qui est serviettes hygiéniques, couches, etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir les chiffres. D'accord, merci. Il y a Edith qui demande les coordonnées. Je peux faire ça. Vous nous entendez ou pas? Oui, d'accord. Nous, on ne vous entend pas. On ne vous entend plus. Ah mince. C'est très discrète. Depuis juste 2-3 secondes, je ne sais pas, ce soir, c'est compliqué. Ouais. Donc, il y a Edith qui avait... donc, on va quand même poser la question, vu que vous nous entendez. Il y avait Edith qui avait une question pour les produits de la maison. Est-ce que vous avez déjà répondu à la question, du coup? Non, pas encore. Non, hein. Donc, les produits de la maison, est-ce que, Marie, tu as une recommandation pour un produit qui désinfecte vraiment à la maison? Bon, alors, personnellement, je ne suis pas une personne super folle de la propreté, on va dire. Je ne suis pas stressée de la propreté, donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour dire ça. Et bon, après, pour la base, le vinaigre blanc, c'est une des premières choses qui est utilisée pour nettoyer. C'est dégraissant. Désinfectant, je ne pourrais pas le jurer. Je ne suis pas une experte. Mais bon, en tout cas, chez moi, c'est ce que j'utilise. Après, justement, par rapport à la situation sanitaire, j'ai lu plusieurs fois des recommandations d'infirmiers, d'infirmières qui disaient le vinaigre blanc, ça ne désinfecte pas, ça ne va pas tuer le coronavirus. À ce moment-là, il faut utiliser de l'alcool. Tout dépend de ce que vous voulez désinfecter, quoi. Mais sinon, si c'est pour se laver les mains et se les désinfecter, le savon, normal, ça marche très bien. C'est la base. Je ne sais pas si c'est Edith non, qui posait cette question. Je ne sais pas si c'était pour désinfecter un truc en particulier, Edith, ou l'usage habituel. Le vinaigre blanc est utilisé aussi pour enlever le calcaire. Et comme il y a beaucoup de calcaire à Barcelone, pour enlever tout le calcaire qu'il y a sur les... d'abord dans les bouilloires. Ça se dit bouilloire? Là où on fait bouillir l'eau. Ah, bouilloire, oui, oui. Bouilloire et sur tous les robinets de la salle de bain. Exactement. Oui. La vitre de la douche, des trucs comme ça, ça c'est... Et au final, c'est rien de nouveau au final. Super, et ça fonctionne très très bien et c'est très efficace et c'est rapide. Exactement. Et c'est pas des choses, c'est pas des nouveaux produits qui sont sortis sur le marché, c'est juste quelque chose qu'on avait peut-être oublié d'utiliser parce que sont venus sur le marché des produits industriels qui ont une force de communication et de marketing plus importante qui fait qu'on a oublié des produits normaux, plus
moins toxiques qui étaient déjà disponibles sur le marché, quoi. Mais c'est-à-dire qu'à Barcelone, il y en a, par exemple, moi j'ai vécu en Italie, je le cherchais pour le donner à une amie, et en Italie, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ah non, ce vinaigre blanc transparent fort. Oui, qui est en fin de compte le vinaigre pour nettoyer. Oui, c'est ça, le vinaigre ménager, oui, c'est ça. Et qui est fait à base de canne à sucre, apparemment. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est un produit qui est super. Oui, non, je demandais en fait, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Non, je demandais en fait, c'est vrai, c'est exact, c'est ce que tu disais, c'est par rapport à la situation actuelle. On m'a beaucoup demandé parce que je communique beaucoup, j'ai un blog, etc. là-dessus et on m'a pas mal posé la question et c'est vrai que ouais, c'est difficile de dire, il y a d'autres solutions, quoi. Enfin, pour ce genre de choses, je pense que à part la javel, quand on veut nettoyer, qu'on veut vraiment être sûr, il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Mais je voulais juste demander au cas où. Je suis pas experte à ce niveau-là. Je pense que c'est vrai que ce serait intéressant de parler avec du personnel médical qui ont plus l'habitude. Et il y a même du personnel médical qui mène une vie zéro déchet et qui justement, cette recommandation de ne pas utiliser du vinaigre dans l'idée de tuer quelques présences de virus venait d'une infirmière dans un groupe zéro déchet. Donc elle adhère à ça comme style de vie et elle disait mais je ne peux pas vous dire d'utiliser le vinaigre blanc pour si vous voulez nettoyer une surface qui aurait pu être en contact. Voilà, je pense que si on a des doutes, il faudrait se diriger vers du personnel médical. Ouais. Pour moi, c'est trop risqué pour prendre prendre position. Pour prendre position moi-même et même pour, je veux dire, j'ai acheté de l'alcool en 90 et il vient dans une bouteille de plastique et voilà, c'est pas grave, hein, je veux dire, à la fin des comptes, c'est la santé qui compte. On va pas encore une fois, je reviens à ce que je disais avant, la bienveillance, on va pas se rendre malade parce qu'on veut absolument pas utiliser du plastique, par exemple. Ce serait contre-productif. J'aurais une question en ce qui concerne les couches et les serviettes qu'une femme pourrait utiliser, mais qu'en est-il des microbes? De mon expérience et de comment je le vois moi, évidemment, encore une fois, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas hygiéniste, je ne suis pas tout ça, mais je pense que ce n'est pas pire qu'une version jetable, parce qu'on va la garder autant de temps. Oui, non, c'est bien, mais comment on fait pour la nettoyer? C'est-à-dire, c'est ça le problème. Eh bien, avec le savon, qui est une des meilleures façons de nettoyer, de désinfecter quelque surface que ce soit. Dans mon cas, par exemple, les serviettes hygiéniques, je les nettoie. Je les fais tremper dans l'eau froide, pas très froide, mais pas tiède non plus, et la tête en bas, entre guillemets, donc le tissu qui a été en contact avec la peau vers le bas pour faire écouler le sang au maximum. Donc là, ça va vider au maximum possible. Ensuite, je vais rincer à l'eau claire et de façon mécanique en pressant le tissu, etc. Je peux nettoyer ensuite au savon, par exemple le savon de Marseille, et rincer bien parce que comme c'est des tissus épais, ça peut rester plus à l'intérieur. Il faut rincer et laisser sécher au soleil. Le soleil a une action aussi désinfectante. On peut ajouter à l'eau du nettoyage un peu de percarbonate qui est l'équivalent de l'oxygène actif. Ça aussi, ça permet aussi de désinfecter si on veut une action supplémentaire. On peut aussi enlever tout ce qui est coloré, donc tout ce qui serait reste de sang à l'eau et ensuite le mettre dans la machine avec notre linge normal. Ça aussi, c'est une autre option. Et si on veut, on peut aussi mettre un petit peu de percarbonate dans le petit tiroir de lessive de la machine. Ça, c'est aussi, il y a plusieurs façons de faire. Ok, merci. Nos 3 entrepreneuses avaient disparu. Elles sont fritées même. Oui, exactement. Ah non, tu me vois, on a des problèmes de connexion.
Ouais, c'est bizarre parce que chez moi, ça marche bien et là, aujourd'hui, ça marche pas. On ne sait pas. Il y a un truc. Mais vous nous en... C'est saccadé. On vous entend des fois non. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question, un sujet qu'on n'a pas abordé, peut-être plus professionnel ou parce que c'est vrai que j'ai centré mes diapos sur la vie de la maison. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, juste pour continuer sur... Ah, pardon. Non, vas-y. Désolée. Non, c'est juste justement pour continuer sur le thème de la salle de bain. On vous a on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est la grande panique du Zoom. Est-ce que vous nous entendez? Là, maintenant, oui. Oui. Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on s'entend. On continue. Nous, on continue tranquille. C'est bon. Et après, on vous enverra la mise à jour après de la réunion. Merci. Vous nous faites un compte rendu. Merci Michel. Je t'en prie. Bon, on écoute. Ouais. Ah, quand même, vous nous entendez alors. Non, mais on s'est connecté avec, oui. On vous entend avec le téléphone de Valérie. Avec la connexion sur le téléphone, c'est bon. On vous voit nettement mieux. Bah oui, voilà. Ah oui, voilà, finalement, là, on a Je peux faire comme ça. Non, mais ça, il faut du reste pour le. Voilà. Ouf. Il y avait Hélène qui avait une question. On ne sait pas du tout où on en était en fait. Mais voilà. Ça nous a... Ah, regarde, non. Non, du coup, c'est assez pratique et concret, je pense. Mais en fait, moi, là où j'ai vraiment du mal côté cuisine, je pense que ça fait longtemps que j'arrive à justement, j'ai trouvé cette stabilité. Pareil pour tout ce qui est vestimentaire. Par contre, là où j'ai vraiment du mal, c'est dans ma salle de bain. Toute la partie réutilisable, donc auriculis, démaquillants, serviettes lavables, etc. Tout ça, ça va. Mais la partie produit dans ma salle de bain, en fait, j'y arrive pas. À chaque fois que j'essaye, je retombe à me dire non, en fait, ça me convient pas. Du coup, je réachète des trucs en bouteille. Et du coup, d'un point de vue super pratique, je me demandais si toi, de ton expérience personnelle, si tu avais des marques, par exemple, de produits, par exemple, solides, shampoing solide, ou même des produits pour la peau, tout ce qui va être soin de la peau. Est-ce qu'il y a des marques que tu affectionnes particulièrement, où tu arrives à trouver ce bon milieu entre réutilisable, enfin non, zéro déchet, mais quand même avoir cette efficacité? Pour te donner un exemple, le dentifrice, par exemple. Ouais, c'est un assez gros challenge. Parce que je l'ai fait chez moi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça qui est disponible sur mon canal de YouTube. C'est la seule vidéo. N'allez pas chercher plus de choses, mais bon. Je l'ai fait, je l'ai utilisé un certain temps, mais je m'en suis lassée. Et donc, j'ai testé des versions solides. Celui que j'avais fait, il était un peu crémeux, on va dire, parce qu'il était à base de l'huile de coco. Donc, l'été, il était quasiment liquide et l'hiver, il était un peu plus crémeux et on pouvait le mettre l'étaler sur la brosse à dents. J'en ai essayé des solides qui sont plus difficiles à faire mousser. Et donc, c'est moins agréable. Et c'est moins facile à appliquer ça mousse, mais c'est moins facile à appliquer sur la brosse à dents. Et au final, ce que j'ai fait, en tout cas maintenant, je pense que ça va par époque, c'est j'ai trouvé un dentifrice qui est en tube de métal avec un bouchon en plastique de la marque Velleda. Et donc voilà, entre guillemets, c'est au moindre mal. Peut-être qu'un jour, je trouverai une autre marque en solide qui me convient, parce que des marques comme ça, il en sort tout le temps. Il y a beaucoup d'artisans qui expérimentent et qui trouvent des nouvelles solutions qui fonctionnent mieux. Quelque chose que je n'ai pas essayé, c'est les pastilles, par exemple. Une pastille correspondrait à une dose de dentifrice qu'on mâche avant de commencer à se brosser les dents et qui commence un peu à s'humidifier, à mousser, et après on brosse les dents. Ça, je n'ai pas utilisé, par exemple. C'est quelque chose que je trouve... avec le dentifrice, en fait, j'achète en solide, mais sans en fait. J'achète en poudre
Ah oui. Et je mets en fait, c'est une boîte, ça me fait, on utilise mon mari et moi, une boîte, on l'utilise, je sais pas, au moins 2 mois, quoi. Ouais, en fait, on mouille la brosse à dents, on met un petit peu de poudre dessus, on tape un peu pour les superflus et ça mousse un petit peu dans la bouche, ça n'a aucun goût. Il y en a au citron, mais moi je l'achète naturel. Et c'est ce que j'ai trouvé en fait, pour me brosser les dents sans utiliser des tubes, quoi. C'est une bonne idée. Très bien. Ça non plus, j'ai pas encore essayé. C'est une bonne idée. Bah, moi, j'achète que ça fait un moment et ça marche bien, j'aime bien. Voilà. Sinon, pour oui, vas-y. Pour ce qui est cosmétique, Hélène, elle parlait des shampoings ou des gels ou de la routine, par exemple, de la peau, du visage, tout ça. Personnellement, je n'ai pas une routine super établie. Je suis un petit peu hippie sur ce thème-là, quoi, on va dire en général. Donc, moi, je me lave le visage avec mon gel douche que j'achète en vrac. Donc, je ne fais pas mon savon, je ne fais pas mon gel douche, juste parce que je me suis dit, j'ai trouvé un magasin qui le fait en vrac, ça me convient, ça me va à ma peau et je n'ai pas besoin de le faire moi-même. J'ai choisi, on va dire, entre la praticité et le résultat. Je ne suis pas une passionnée des cosmétiques faits par moi-même. J'en vois l'utilité par rapport au contrôle des ingrédients, etc. Mais si je me rends compte que je ne peux pas arriver à un meilleur résultat moi-même, eh ben, je peux aussi acheter en vrac et il n'y a pas de souci, quoi, hein. Ça, tout dépend de l'accès qu'on a à l'équivalent vrac. Donc, pour, par exemple, me laver le visage, je vais utiliser mon gel douche normal. Et après, si j'utilise une crème de jour que je trouve dans un pot en verre. Mais bon, le couvercle est en plastique. Après, je sais que, par exemple, le magasin où j'achète la plupart des cosmétiques et des produits d'entretien viennent de lancer leur marque de cosmétiques à emballage réutilisable. C'est-à-dire que eux, donc on achète le produit dans un pot. Quand on l'a fini, on leur rend. Eux, ils le nettoient de façon industrielle et ils le remplissent. Donc, c'est circulaire. Et donc, ça vient de sortir et que je sache... C'est quel magasin qui fait ça? Pardon? C'est quel magasin qui fait ça? Alors, ce magasin, c'est El Safarech, qui est à Gracia. Et donc, la marque s'appelle Yo-Yo, I-O-I-O. Ok. Je vais bientôt publier une interview de eux sur mon blog et pour un petit peu avoir plus de détails sur leur processus, sur comment ils sont arrivés à vouloir faire cette ligne de cosmétiques. Et c'est quelque chose assez de nouveau parce que moi, que je sache, j'ai pas connu d'emballage réutilisable dans la cosmétique parce que c'est tellement sensible le thème de la cosmétique, et c'est tellement régulé que du coup, c'est plus... Oui, il ne faut pas se mettre non plus n'importe quoi sur le visage, sur la peau. Exactement. Et puis le nettoyage du pot, etc. Être sûr qu'il n'y a pas de germes ou quoi que ce soit qui soit resté dans le pot. Laurence pourrait en parler d'ailleurs. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais Laurence, qui est spécialiste justement, pourrait en parler de ça. Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a parfois un peu un problème avec le recyclage des emballages. Je me rappelle, il y a très longtemps, quand j'étais étudiante, Body Shop faisait ça aussi. Mais en fait, on pouvait nettoyer soi-même son flacon de shampoing et puis le remplir. Mais ça pose un peu problème parce que tout le monde ne nettoie pas de la même façon et donc on ne peut pas garantir la sécurité du nouveau shampoing qu'on va mettre dedans. Donc, la solution, c'est éventuellement ramener les emballages et alors que la société s'occupe elle-même de les nettoyer. Alors, à un moment, j'avais aussi trouvé, mais maintenant, ça n'existe plus, une marque qui faisait des crèmes de jour qui étaient dans un petit pot en verre avec le couvercle en plastique, mais le produit n'était pas mis directement dans le pot en verre, mais dans une sorte de petite coupelle en plastique très fin qui, elle, était jetable. Et donc, on pouvait racheter les petites coupelles qu'on mettait dedans. C'est pas mal. Bon, c'est pas... Il y a encore du plastique et qui est jetable, mais on ne sait pas non plus. Il y a toujours en cosmétique aussi une balance entre la sécurité du consommateur au niveau donc microbiologique du produit et le fait de ne pas produire trop de déchets.
Et alors, bon, pour ce qui est de faire les cosmétiques soi-même, c'est vrai que si on n'a pas, si on ne s'est pas vraiment bien documenté, qu'on n'a pas une formation, etc., ça peut vraiment être dangereux parce que, par exemple, tout ce qui est naturel n'est pas nécessairement sans danger. Il y a des huiles essentielles où on doit vraiment respecter certaines concentrations, sinon on risque des brûlures. Même chose pour un alignement. S'il est mal homogénéisé, ça peut provoquer de très graves brûlures. Donc, il faut aussi faire attention. Exact. Il faut faire attention. Ouais. Et pour les shampoings solides, pour moi, c'est aussi une quête de longue haleine. Et surtout Oui. que finalement, ils sont tellement denses qu'on met du temps à les finir avant de passer à un autre quand on sait qu'il ne nous plaît pas. Donc, c'est pas évident. Et pour l'instant, celui qui m'a le plus plu, c'était une marque française qui s'appelle Comme Avant, qui est de Marseille. Apparemment, je crois qu'elle peut se trouver ici. Je ne sais pas où, parce que celui que j'ai utilisé, c'est quelqu'un à qui ça n'allait pas, qui me l'a passé. Et ce qui était intéressant dans cette marque, c'était qu'au niveau des tensioactifs, ce que j'ai remarqué à moi qui est assez irritant, c'est les tensioactifs, donc ce qui est l'avant moussant. Souvent, c'est celui qu'il y a la plupart du temps, c'est le SCI, donc c'est à base de coco. Et il peut être irritant à la longue, en fait, quand on utilise toujours le même shampoing. Et donc là, comme avant, et il y a une autre marque française qui utilise la même chose. Ils utilisent un autre tensioactif aussi à base de coco, mais qui est un peu plus doux. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ça avait nettement amélioré sur ça, quoi. Mais bon, là, par exemple, j'ai acheté une nouvelle marque pour voir ce que ça donnait. Et je sais qu'eux, ils ont du SCI comme celui qu'on trouve partout. Et donc, je m'attends à ce que, à nouveau, ça soit irritant. C'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs... chacun a des sensibilités différentes. Mais oui, ce que moi, j'ai tendance à dire pour le shampoing, c'est ne perdez pas patience. S'il existe des versions plus petites, j'en vois pas souvent, mais j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec une artisane de la région de Barcelone qui me disait, si tu veux, je t'en fais un de la moitié, parce qu'elle les fait elle-même, et donc elle me disait, je t'en fais un petit, comme ça tu testes, voir s'il te va, et tu, entre guillemets, payes moins cher, moins gaspille, moins cher, moins s'il te convient pas, quoi. Donc il faut voir s'il y a cette option-là aussi. Ou pareil, que quelqu'un te donne le sien ou tu le casses en deux et tu le partages avec quelqu'un d'autre. Des fois, ça pourrait être une option. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question. Si, non, totalement, merci. Oui, pour les cosmétiques, je pense que c'est quand même une des choses les plus difficiles parce qu'on est quand même habitué à certains produits, certaines odeurs aussi. Donc, le fait, souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans les produits comme ça, en fait, il n'y a pas beaucoup d'odeurs, etc. Et c'est vrai que moi, je suis très olfactive. Donc, ça me pose, par exemple, un problème, quoi. Pour moi, il faut que je sorte de la douche. Alors, pas une odeur chimique, voilà, non. Pas à ce point-là, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas d'odeur, ça me dérange, en fait. Après, je pense que c'est une histoire d'habitude aussi. Tout est une histoire d'habitude. Ouais. La vie et au fur et à mesure, avec le temps, mais évidemment, ça passe. C'est comme les gens qui se mettent à ne plus se laver les cheveux. C'est une façon de faire aussi. Mais ça veut dire qu'on passe par une phase délicate où on a les cheveux qui sont vraiment pas présentables. Alors après, c'est un moindre gravité pour le gel douche. Si on prend un gel douche qui est moins parfumé, on est quand même propre, à la différence de l'histoire du sans shampoing. Mais oui, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, je suis en train de me renseigner pas mal sur les histoires des huiles essentielles parce que ça s'utilise de plus en plus et à tout va. Et donc, Laurence, j'imagine que tu es aussi très sensibilisée à ce sujet-là, qu'on les utilise presque trop en quantité, ou quand on n'en a pas forcément besoin, on pourrait utiliser une infusion, un hydrolat, etc. etc. Et donc, cette herboriste recommandait les fragrances, en fait. Si
on veut que ça sente bon. On n'est pas obligé d'utiliser une huile essentielle, mais on peut aussi utiliser une fragrance, comme ça va sentir bon, mais ça n'aura pas l'effet que pourrait avoir une huile essentielle au niveau, les effets négatifs que pourrait avoir une huile essentielle. Et donc, peut-être que ça pourrait, par exemple, dans ton cas, Cécile, pallier l'histoire des odeurs, et que tu pourrais trouver un entre-deux, quoi. Par exemple, le gel douche que moi j'achète, il est sans odeur. Et jusqu'à présent, ce que je faisais, c'est que je mettais quelques gouttes d'huile essentielle. Alors, des fois la lavande, des fois le citron. Enfin, voilà, je changeais un peu. On m'avait recommandé certaines oui, certaines non. Et du coup, après avoir entendu ce témoignage, je me suis dit, ah ben mince, qu'est-ce que je vais devoir mettre maintenant si c'est pas si efficace que ça c'est pas que c'est pas efficace, c'est que par exemple dans le cas du gel douche, si on utilise des huiles essentielles, le temps où le gel douche reste sur la peau est tellement court que l'huile essentielle ne peut pas faire son effet bénéfique de ce que, par exemple, l'huile essentielle de lavande, elle ne va pas avoir le temps de pénétrer la peau et avoir un effet bénéfique, et ça va partir dans l'eau. En plus de ça, ça peut avoir un effet néfaste pour l'eau parce que ce n'est pas ensuite filtré dans les stations d'épuration. C'est un petit peu ce qu'elle expliquait. Il y a peut-être sûrement plus de détails que ce que j'ai résumé ici. Mais, et donc voilà, du coup, maintenant, je suis dans ce questionnement-là que tu as partagé, de qu'est-ce que je fais du coup pour l'odeur. Parce que aussi, ça me fait plaisir de sentir bon. Même si, même avec des huiles essentielles, ça reste beaucoup moins longtemps qu'un gel douche du commerce. Ça, je crois que c'est aussi un choix des fabricants de produits. Je disais, c'est aussi un choix. Je crois que c'est aussi un choix des fabricants des produits. Et effectivement, si les produits sont bio ou autres, il existe des parfums ou fragrances qui sont aussi certifiés, qui peuvent être ajoutés et qui, par exemple, n'ont pas d'allergènes, alors que les huiles essentielles, il y en a certaines qui ont plus de 90% d'allergènes dedans. C'est le cas, par exemple, d'huile essentielle de bois de rose. C'est pratiquement que de l'allergène, cette huile essentielle-là. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, les limitations sont les mêmes, que les produits soient traditionnels ou certifiés biologiques ou autres. Les limitations des substances, qu'elles soient naturelles ou pas, sont les mêmes pour tout le monde. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des produits, disons, plus compatibles avec l'environnement, etc. Aussi parfumés, mais c'est un choix des personnes qui les fabriquent, je crois. Ce que je trouve c'est qu'il y a moins de choix au niveau des matières, des textures, parfois, si on utilise. Mais là, c'est pas vraiment zéro déchet, parce qu'un lait pour le corps ou autre, il faut quand même encore un contenant. Là, je parle plus de la composition du produit. Ok. Merci, Laurence. Donc, on a un petit décalage parfois encore, donc c'est un peu compliqué pour nous. Voilà, mais on y arrive quand même. Désolée pour ces petits problèmes techniques. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une dernière question? Ou est-ce qu'on a abordé à peu près tous les sujets Non? Personne n'a de question ou c'est parce qu'on n'entend pas? Je ne sais pas. Dites-nous quelque chose. Dites-nous quelque chose. Marie, quelquefois, là. Les habitudes, je suis là. Pas facile de changer complètement. Par exemple, moi, quelqu'un me parlait du dentifrice qui mousse. Moi, jamais de ma vie, j'ai eu un dentifrice qui moussait. Est-ce normal? Ça dépend à quoi. Un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Bah non, j'ai jamais eu de dentifrice qui mousse, moi. Et tu fais quoi les industriels. Les industriels, ils moussent. Hein. Ouais, beaucoup Colgate et tout ça. Oui, c'est pas affreux. Hein. Ça mousse beaucoup. D'ailleurs, dès qu'on en met trop, c'est juste pas possible à gérer. Ah bon? Mais ça dépend des marques, hein, je pense. J'avais entendu parler que c'était d'ailleurs un travail de publicitaire, l'histoire de la mousse, parce que ça donnait l'impression aux gens d'être propre,
Et donc, du coup, ça avait été rajouté, l'élément moussant, aux formules de dentifrice industriel. Donc, ça dépend, c'est un choix des marques. C'est comme le shampoing un peu, non? C'est comme le shampoing, tu prends du shampoing solide, je trouvais plus le mot. Du shampoing solide, ça mousse pas par rapport à un shampoing que tu vas trouver en industriel, quoi. Ça n'a rien à voir. Oui, mais je crois aussi que ça dépend de la quantité qu'on se met dans la bouche ou sur les cheveux. Aussi. C'est les deux. Je pense que c'est les deux parce que pour avoir testé des shampoings solides de plusieurs marques différentes, il y en a qui moussaient, il y en a qui ne moussaient pas. Et donc, j'imagine, parce qu'évidemment, je ne suis pas une professionnelle, que pour les dentifrices, ce sera la même chose. Par exemple, il y a très très longtemps, je parlais avec, je ne me rappelle plus avec qui je parlais, et j'ai pris une habitude, quand je me lave les cheveux, je ne me les lave qu'une fois, et je ne me lave pas 2 fois comme la majeure partie des gens ou la majeure partie des coiffeurs. Et ça, maintenant, je le fais depuis X années et je m'en porte en merveille. Oui, c'est testé, au final, c'est questionner ce qu'on a toujours fait. Par exemple, moi, je n'ai jamais fait les deux shampoings et à chaque fois, j'ai été surprise pourquoi ils faisaient comme ça sur le coiffeur. Exact. C'est comme la consommation d'eau dans la douche. Ça fait aussi partie de ça, du zéro déchet. Hein. C'est questionner notre consommation. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout, encore maintenant, qui ne sont pas encore sensibles à ça, quoi. Qui prennent une douche pendant, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes et ils laissent l'eau couler pendant tout le temps de leur douche. Oui, mais je crois que ça, c'est une question d'éducation. Ou tout simplement de ne pas avoir vu autre chose. Non, mais c'est aussi de l'éducation parce que tant que mes parents me disent… Par exemple, quand je me lavais les dents, j'avais toujours le robinet qui coulait. Et puis un beau jour, maman me l'a dit 1 fois, me l'a dit 2 fois, me l'a dit 3 fois. Et maintenant, pendant que je me lave les dents, le robinet ne coule plus. C'est simplement après le fait de prendre une habitude. C'est sûr. Je suis sûre que dans des pays où l'eau… Il y a des pays du nord de l'Europe où l'eau ne se paye pas et il n'y a pas de facture d'eau. Je suis sûre que dans ces endroits-là, peut-être qu'il y a moins de conscience à moins gaspiller l'eau. Si quelqu'un ne le dit pas, les gens, quelquefois, ne se rendent pas compte. Oui, exactement. Il faut sensibiliser, surtout en ce qui concerne l'eau, ça, sûrement. Moi, j'ai mon voisin, vraiment 20 minutes, hein, Cécile, 20 minutes. Moi, j'ai le temps de tout faire. Coupe l'eau, Michel, coupe l'eau, 20 compteurs. C'est ahurissant. Je ne croyais pas mes yeux. Un jour, j'ai regardé 20 minutes. 20 minutes. Non, vraiment, j'étais… Se douche-t-il tous les jours? Hein? Se douche-t-il tous les jours? Mais bon. C'est la question. Non, mais ça, c'est une question délicate, par exemple, quand on invite des gens chez soi. Parfois, ce n'est pas des amis forcément qu'on connaît depuis de longue date. Et du coup, la personne, elle reste 20 minutes dans la douche. Enfin, voilà, elle ne fait pas forcément attention parce qu'elle a d'autres habitudes. Et là, c'est super délicat de dire oui, tu peux arrêter l'eau parce que… Absolument. Ici, les douches, c'est 5 minutes. Ça. Non, parfois, moi, j'arrive à glisser en disant, et c'est vrai, parce que j'habite dans un petit appartement, donc si la personne reste trop longtemps, il n'y aura plus d'eau chaude, par exemple, l'hiver. Donc, j'arrive en fait à le glisser comme ça, genre, oui, par contre, il n'y a pas trop d'eau chaude, donc si tu peux m'en laisser un petit peu, ce serait bien. Mais voilà, c'est rigolo ce que tu dis, parce que finalement, ça s'applique à tout. Au niveau de ton appartement avec les amis qui viennent te voir, mais ça s'applique au niveau de notre quartier, de notre ville, de notre pays au final. C'est juste qu'on a perdu cette habitude de faire attention qu'il y ait assez d'eau pour le voisin ou pour le pays d'à côté, ou parce que finalement tout a été tellement monétarisé que finalement si on n'a pas d'eau, c'est pas grave, on va en acheter un autre pays qui en a plus. Voilà, c'est ça. On n'a pas cette habitude de manquer d'eau. Pour nous, c'est pas quelque chose… Et puis de se rendre compte de l'effet et l'impact que ça peut avoir à une échelle plus grande. Ouais, non, c'est sûr.
Mais il y a aussi des personnes aussi qui viennent d'autres pays aussi qui n'ont pas forcément cette conscience. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal d'amis étrangers, etc. Et en venant justement ici avec, nous, on a quand même plus d'éducation par rapport à ça. Et maintenant, ils m'ont dit, ah oui, non, mais on a vraiment pris conscience et tout ça. Et maintenant, on l'applique aussi chez nous, en fait. Mais c'est vrai, quand il n'y a pas du tout de conscience sur ça, c'est… Et c'est ça. Et tant qu'on n'a pas vu comment ça se passe autre part, on n'a pas été mis devant le fait accompli. On n'a pas eu besoin d'y penser. Et donc, c'est comme n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui font partie des habitudes, donc on n'y pense pas, en fait. C'est la raison pour laquelle il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui n'y pensent pas, qui ne le savent pas, et si on ne leur dit pas, ils ne feront jamais attention. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est comme les lumières partout. Ouais. Bonsoir. Je voulais… Pardon. Pas de vidéo, je suis désolée. Je ne peux pas mettre la vidéo là. Et je suis désolée parce que je suis arrivée super en retard. Et bon, bref. Mais juste par rapport à la question de l'eau, il y a des petites choses qui peuvent servir. Moi, j'avais travaillé longtemps dans quelques quartiers en France et on faisait ça beaucoup. C'est les sabliers. Juste tout simple, avoir un petit sablier qui s'accroche en plus à la douche. Comme ça, bon, bah voilà, tu peux savoir combien de temps tu restes. Et sinon, un peu plus en mode gadget, il y a des pommeaux de douche qui changent de couleur. Enfin, il y a comme une petite ampoule quoi, en LED qui change de couleur selon le temps qui passe et la température de l'eau aussi. Et donc, ça fait des petits… ça peut faire des petits rappels sur le temps qui passe. Mais bon, je pense que l'éducation et puis… ça reste quand même la meilleure option. Oui, absolument. Ouais, non, ça, c'est sûr. Des gadgets et c'est des petits outils pour essayer de résoudre ce genre de choses. Mais bon. Oui, mais on peut mettre aussi ça devant la porte quand on a des amis, on met le timer. On connaît. Message subliminal. Mais ce qui peut être bien, c'est justement utiliser des gadgets avec les enfants aussi, ouais. Parce que justement, ils vont plus avoir tendance à participer quand il y a un petit truc comme ça qui va dire bon bah quand ça change, ça change de couleur ou ça change de couleur ou de couleur ou de quoi on avait dit le sablier. Ouais, le sablier, ça fait ding, etc. Pour les enfants, c'est sympa, ouais. Mais aux enfants, il suffit de leur expliquer et c'est comme je disais auparavant, c'est une question d'éducation. Si on explique, après, on comprend et ça reste dans la tête. Enfin, j'ose imaginer que ça devrait rester dans la tête. Ou le temps d'une chanson, si on veut prendre ça. Aussi, oui. Ouais. Nous, on a le sablier pour laver les dents, par exemple. On met au coupe-l'eau pendant qu'on se brosse. Mais on a le sablier quand même, pour savoir le temps de se laver les dents. Le temps pour le brossage. Moi, j'avais travaillé pour une chaîne hôtelière et il m'avait donné, j'avais récupéré une petite plaque, vous savez, celle qu'on met dans les hôtels qui dit attention, faites attention à l'eau. Et du coup, je le laisse toujours dans ma salle de bain. Donc, quand j'ai des invités, ils voient ça tout de suite et je le mets vraiment à côté du lavabo et c'est message. C'est pas mal, ouais. On pourrait se le faire soi-même, en fait, un petit truc comme ça, un petit pense-bête, quoi. N'oubliez pas. Ouais. Oui, c'est vrai, quand on le voit, du coup, ça le rappelle. Donc, on est encore, même si on fait attention, mais du coup, quand on voit le message, on se dit, ah, attention, parce que… Mais même pour moi, des fois, je me dis, ah oui, fais attention quand tu te laves les mains. Enfin, surtout en ce moment, avec le coronavirus, bon, j'arrête l'eau, je me frotte pendant 20 secondes et après, je remets l'eau parce que sinon… sinon, l'eau, quoi. Même pour toi-même, des fois, c'est pas mal aussi. C'est toujours bon de se rappeler les choses. Absolument. Ouais. Il y a quelque chose aussi pour empêcher d'utiliser, mais enfin, je sais que toutes les femmes au monde utilisent des disquettes de coton pour se démaquiller.
Je n'ai jamais utilisé de coton de ma vie. Moi, je me démaquille avec de l'eau et du savon et je mets mon œil sous le robinet et ça marche super. Ouais. Moi, pour me démaquiller, j'ai des petits carrés comme ça en tissu, en fait. Le tissu que je lave. Ouais. J'utilise ça et puis voilà. Maintenant, il y en a plein des lingettes lavables en tissu comme ça. Ouais, des petites lingettes en tissu. Ouais, ça encore, je trouve que c'est quelque chose qui est assez facile à appliquer parce qu'en fait, on ne change pas vraiment, enfin, on change juste l'objet, mais voilà, c'est la même chose. L'hygiène personnelle, c'est ça. Normalement, en fait. Et l'efficacité est la même en plus, Ouais, donc il n'y a pas vraiment de différence. Donc, les petites choses comme ça, je crois que c'est assez facile à mettre en place quand ça ne change pas vraiment l'habitude réelle. Ça va. Ouais. Ok. Bon, ben super. Très intéressant. Très intéressant. Des choses à apporter. Ouais, ou voilà. Ça peut être aussi des conseils, des choses que vous appliquez déjà dans votre vie. On n'a pas entendu le début de votre question. Ah. Même là, ça coupe. Même là, même jusqu'à la fin, ça va couper. Non, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question ou un conseil, comme disait Valérie, à donner pour qu'on puisse finaliser le live? Ouais. Ou non, on a tout dit. Okay. C'est bon. Ça y est, tout a été dit. Bon. Vous nous entendez quand même? Oui, on vous entend. Oui. Ouais, c'est bon. Non, parce que du coup, on ne sait pas si on parle dans le vide. C'est vrai. Peut-être, je voulais repasser la question qu'elle avait au tout début, Malvina. Ouais. Sur les fruits et légumes emballés en plastique ou pas. Et donc, tu disais que c'était un petit peu difficile et on ne l'a pas vraiment abordé. Et je sais que je l'ai survolé dans les diapos. Et peut-être un conseil, ce serait essayer de se rapprocher d'un producteur local qui puisse soit te livrer, ou soit parce qu'il a un dépôt, ou s'il a un magasin sur place. Et donc là, au moins, tu sais d'où ça vient, où ça a été cultivé, et il y a de très fortes chances qu'il ne s'embête pas à emballer les choses. Parce qu'un des problèmes du bio, dans les grandes surfaces par exemple, ou même les primeurs, un des problèmes quand ils vendent les deux, c'est qu'ils doivent les séparer. Et souvent, comme il y a moins de bio, c'est le bio qui est emballé pour pouvoir le différencier du conventionnel. Si tu t'adresses à un producteur qui fait que du bio, il ne va pas s'embêter à les emballer. Et encore moins si lui, il ne fonctionne pas avec les distributeurs comme les supermarchés. Donc ça peut être une option. Et on a vraiment de la chance dans la zone de Barcelone parce qu'il y en a vraiment énormément autour de Barcelone et il y a énormément de différents types de canaux de distribution. Soit tu peux les contacter directement et eux ils se sont arrangés ou ils font les livraisons, ou sinon après il y a des canaux de distribution comme par exemple la ruche qui dit oui, ça c'est français et donc ils existent aussi ici à Barcelone, ça s'appelle la Colmena, qui dit c'est si. Mais bon, par exemple, moi j'ai connu le producteur à qui j'achète, je l'ai connu à travers la Colmena. Et au bout d'un certain temps, je me suis mis en contact avec lui directement. Je suis désolée pour la Colmena. Je les aime bien. Mais du coup, je me suis mis en contact directement avec lui. Je sais que lui, il livre les coopératives qu'il y a dans mon quartier, les coopératives d'achat groupées entre voisins. Tu peux aussi peut-être te rapprocher d'une coopérative d'achat entre voisins parce que c'est des prix plus intéressants du coup, puisqu'ils achètent en grande quantité. Et ça permet de faire baisser les prix et donc de pouvoir te permettre du bio au prix du conventionnel, par exemple, des fois. Donc voilà, c'est une option à rechercher pour enlever ce plastique. Ouais, merci. Il y a une autre application, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, là justement, je viens d'en récupérer, qui s'appelle Too Good To Go. Et en fait, justement, c'est tout ce qui va être... et il y a beaucoup de supermarchés écologiques, etc. Là, j'ai récupéré pas mal de fruits et légumes et j'ai payé ça 4 € au lieu de 12-15 €. Et du coup, ils donnent ça sans plastique, sans rien. Et puis, ça permet en plus d'éviter de faire des gaspillages de nourriture. Ouais. Exactement, parce que là, c'est spécialisé en anti-gaspi.
Ouais. Donc, aussi les boulangeries qui vont donner leur fin de stock de la journée. Ouais. Donc voilà, et c'est valable restos. sur plein de commerces. Et les restos aussi, comme tu dis. Je crois qu'il y a une option pour leur demander de ne pas emballer. En fonction du type de produit, des fois, ils emballent par défaut. Et il y a un champ de commentaires où tu peux dire, s'il vous plaît, n'emballez pas. Ouais. Super. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de trouver des alternatives moins chères parce que souvent, c'est. Moi, je sais que des fois, je me dis waouh, j'ai dépensé autant d'argent et en fait, je ne peux pas non plus tout le temps acheter bio à cause justement du budget. Mais en fait, il y a peut-être beaucoup d'alternatives qu'on ne connaît pas qui sont Exactement. moins chères. Souvent, le prix, il est très, très souvent enflé par les intermédiaires. Donc, si on arrive à couper les intermédiaires, on arrive à avoir un prix plus abordable. Et ce n'est pas parce que les gens ils sont moins bien payés à la base, c'est juste parce qu'il y a eu moins de gens au milieu qui se sont fait leur marge.